Bonjour à tous, TBO est de retour. Vous avez été nombreux à vous inquiéter d'avoir un écran noir depuis lundi après-midi, un problème technique indépendant de la chaîne. En effet, il s'avère qu'une manœuvre de chantier sur Brest a provoqué la rupture d'un câble de fibre optique, empêchant toute diffusion sur le canal 21 de la TNT. Aujourd'hui, tout est rentré dans l'ordre. Si vous voulez visionner les programmes du début de la semaine, retrouvez-les sur notre site internet www.tbotv.fr. En attendant, bienvenue dans ce JT. 134 millions d'euros, c'est le budget consacré au développement du port de Brest d'ici à 2017. Notre invité Jean-Jacques Lenormand est responsable de ce projet et nous en parle dans un instant, juste après le point sur l'actualité de ce mercredi 23 novembre dans le Finistère. Garçons, filles, tous égaux, c'est le message que souhaite délivrer toute la semaine le lycée du Puy-de-Dôme à Brest. Quelle place pour les hommes et les femmes dans la société? Les étudiants de prépa tentent de répondre à cette grande question à travers plusieurs activités. Xavier Patrijon les a rencontrés. Durant toute cette semaine, le mot égalité est dans tous les esprits au lycée du Puy-de-Dôme de Brest. Dans le cadre de la journée mondiale contre les violences faites aux femmes le 25 novembre, des étudiantes du lycée se sont lancées dans l'organisation d'une semaine de l'égalité. C'est une semaine qui a trait à l'égalité femmes-hommes autour du Puy-de-Dôme et de la femme. C'est un projet qui est monté avec des étudiants qui se préparent et se destinent à devenir infirmiers. Donc un projet mené par des étudiants pour l'ensemble de la communauté scolaire, des élèves, les parents d'élèves, l'ensemble de leurs parents et éventuellement pour certaines animations, le public brestois. Animation, théâtre, projections, rencontres et débats ponctuent cette action avec en toile de fond l'égalité femmes-hommes. Dans la classe, on s'investit chacun sur un projet et on doit animer la présentation et faire intervenir les personnes. On est confronté à ça tous les jours parce qu'on est quand même dans un lycée où il y a de grands clivages entre hommes et femmes. Cet établissement est le décor idéal de cette semaine. Auparavant exclusivement masculin, la mixité est arrivée dans le lycée au fil des nouvelles formations. Je pense que c'est toujours important dans tout établissement de mettre en place ce type de semaine parce que je crois que bien que depuis des années les choses aient évolué, il n'en reste pas moins vrai que, je parlais de représentation, il y a encore fort à faire. Je pense qu'il faut respecter la féminité. Je trouve que c'est agréable dans un établissement, dans un lycée par exemple, que les élèves soient coquettes à partir du moment où leur tenue reste décente. Une semaine de l'égalité, prônant l'ouverture d'esprit et le respect, 3 mots qui doivent continuer à résonner. Et puis sachez qu'un grand rassemblement de femmes est prévu ce vendredi 25 novembre, place de la Liberté à Brest, une manifestation non mixte prévue à partir de 19h30 pour marquer la journée de lutte contre les violences faites aux femmes. Visite de courtoisie ce mercredi. Frédéric Thiriez, le président de la Ligue de football professionnel, est venu à la rencontre des joueurs du stade brestois. Il est passé par le stade Francis Leblé et le centre d'entraînement de Penn-Hélène et a terminé sa visite à Plougastel-Daoulas sur le site qui pourrait accueillir le futur centre de formation, un projet ambitieux pour le club, comme l'a confié Frédéric Thiriez à Pierre Mangot de l'équipe des sports de TBO. Cette ambition de ce club, elle se traduit très concrètement, puisque dès la semaine prochaine sera signé l'acte constitutif de la SCI, qui va être l'investisseur, le maître d'ouvrage et propriétaire du futur centre de vie, de formation et d'entraînement du stade brestois, pour une mise en service extrêmement rapide, on l'espère en début de saison prochaine. C'est un investissement important, entièrement privé, donc vous voyez, qui ne met pas le contribuable dans la boucle, donc c'est important. Ce sont des équipements qui, au terme du processus, seront propriété du club. C'est important. C'est une première, tous les sites classés du Finistère répertoriés dans un atlas, de l'île Tristan à la rivière d'Argent en passant par les châteaux, les îlots et les parcs. Partez à leur découverte avec Xavier Patrijon. Il a assisté à la présentation de cet atlas à Plomelin au manoir de Kérousien. Regardez.
Les Finistériens disposent à présent d'un nouvel ouvrage abordant le patrimoine du département. Cet atlas est le premier de ce type en Bretagne. Il a été présenté au château de Kérousien à Plomelin. Je pense que c'est une très belle initiative parce que nous vivons dans le Finistère avec un patrimoine naturel et bâti omniprésent. Il n'est pas une commune que j'ai visitée depuis 3 ans et demi dans laquelle je n'ai découvert un site classé, dans laquelle je n'ai découvert un élément majeur d'architecture ou de patrimoine. Donc, il s'agit de se rendre sur tous les sites et de les répertorier, d'expliquer pourquoi ils ont été classés. 3 personnes du bureau d'études CERESA ont travaillé sur les 101 sites classés du Finistère. Ils ont ensuite restitué leur travail au service de l'État. Chacun des sites bâtis ou naturels dispose ainsi d'une fiche complète. On y retrouve des informations, on va dire, sur l'identité du site, son nom, sa surface, quand est-ce qu'il a été protégé, les communes qui sont concernées. Ensuite, on va trouver une description donc, du site, un diagnostic. Et puis, sous forme, je dirais, télégraphique, sont présentés les enjeux et un certain nombre de préconisations, d'orientation. Le Finistère est souvent le premier département, il lance les choses et puis les autres suivent. Donc j'espère que les autres départements bretons et nationaux vont suivre cette initiative finistérienne. L'atlas permet de découvrir ou de redécouvrir ces magnifiques espaces bretons, même si cela ne remplace pas une véritable visite. 134 millions d'euros pour développer le port de Brest d'ici 2017, c'est ce qu'a annoncé le président de la région Jean-Yves Le Drian. Notre invité Jean-Jacques Lenormand est responsable de ce projet. Bonjour. Bonjour. Alors déjà, en quoi consiste ce projet de développement du port de Brest ? Alors si vous voulez, ce projet repose sur 2 axes stratégiques. Le premier, c'est vraiment pouvoir augmenter et conforter, je dirais, les accès maritimes, les accès nautiques du port de Brest. Donc ça nous contraint à faire des opérations de dragage pour maintenir une côte marine extrêmement satisfaisante et même plus importante dans l'avenir, puisqu'elle sera à moins 9,50 m pour les spécialistes. Et ça permettra à des porte-conteneurs plus importants de pouvoir venir faire des touchés de quai à Brest. Ça, c'est vraiment le premier axe. Le second axe, c'est doter le port de Brest d'une plateforme industrielle, donc le fameux polder de Brest, à qui, bien sûr, nous allons donner assez rapidement des stabilités. Les travaux sont déjà en cours. Et à qui nous allons donner aussi les moyens d'être connectés à la mer par le fait d'y mettre un quai, enfin 2 quais, puisqu'il y aura un premier quai et un second qui va s'étaler un petit peu durant la durée des travaux. Et également le doter d'accès maritime avec, je dirais, des travaux de dragage pour le doter aussi d'un chenal d'accès. Et dans ce projet, l'énergie renouvelable est omniprésente. Alors, dans ce projet, effectivement, l'énergie renouvelable est omniprésente dans le sens où aujourd'hui, il y a une demande très forte de la part d'un certain nombre de consortiums qui se positionnent sur les champs éoliens offshore ou de Saint-Nazaire ou de Saint-Brieuc, voire les deux en même temps, de pouvoir disposer à Brest d'une plateforme logistique et de construction de fondations. Donc effectivement, ça nous permet de devoir accélérer ce projet pour être au rendez-vous dans, on va dire, les années 2015. 134 millions d'euros pour financer ce projet, c'est une somme. Oui. Qui va financer ce projet alors ? Alors, moi je peux vous dire qu'en fait la région en prendra une grande part, c'est une évidence. Et puis derrière, effectivement, il y a quelques points de travaux qui seront pris en charge par les collectivités, voire même peut-être avec un abondement de la part de l'État pour contribuer au plan de financement global. Les entreprises finistériennes vont être associées à ce projet ? Alors, vous savez, dans les travaux maritimes, il y a une grande part d'études, d'études préparatoires. Donc là, effectivement, ce sont des appels d'offres. Donc on a dans le Finistère un certain nombre de cabinets spécialisés, éventuellement dans un certain nombre d'études de finition. Nous espérons vivement qu'elles puissent répondre à ces différents appels d'offres. Après, on passera sur une séquence plus lourde, puisqu'il s'agira des travaux à compter de 2013. Et là, bien sûr, comme je vous dis, c'est la même règle, un appel d'offres public. À partir de là, les entreprises finistériennes, si elles sont bien placées, sont tout à fait éligibles pour répondre à ces cahiers des charges et faire les travaux. On parle de 500 à 600 emplois créés pour ce projet de développement. Est-ce que ce sont réellement des créations d'emplois ou est-ce que vous allez recruter des gens dans les entreprises déjà existantes ? Les emplois ne sont pas créés par le projet. Ouais. Les emplois vont être créés par les industriels qui viendront s'implanter une fois que le projet aura atteint ces différentes phases. Notamment la première phase, qui est la livraison d'un espace, je dirais, important sur le polder, avec un quai et tout ça. Puisque là, comme je vous le disais à l'instant, il est prévu que des entreprises liées à l'éolien offshore viennent s'y installer. Et ce sont elles, en fait, qui vont recruter
après, ce sont elles qui vont avoir besoin de main-d'œuvre pour les affecter à différents lots de réalisation, que ce soit la construction des fondations, voire l'assemblage de turbines. Et effectivement, quand on agrège en gros ces 2 lots techniques, on peut arriver à un périmètre de l'ordre de 500 emplois. Et donc, début des travaux 2013 et ils s'étaleront jusqu'en 2017, Voilà, c'est bien c'est cela? ça, tout à fait. Merci beaucoup d'être venu nous parler de ce projet de développement du port de Brest. Merci à tous d'avoir suivi ce journal. Je vous donne rendez-vous demain pour un nouveau JT. Au revoir.